Isabelle Campagnola-Savon, bonjour. Bonjour Elsa. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio JM pour parler ensemble politique locale mais aussi internationale. Je rappelle que vous êtes une élue régionale et locale en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes présidente de la commission entreprise, artisanat, commerce, économie sociale solidaire et économie circulaire de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes également conseillère municipale et métropolitaine, membre du parti Horizon et vous êtes, le moins qu'on puisse dire, très investie pour le développement économique, les projets portuaires et le soutien aux entreprises locales. Voilà, tout ça c'est dit. On peut commencer maintenant à aborder les sujets. Et c'est difficile ce matin de commencer un journal politique sans aborder la politique internationale. 2 événements phares. Hier, la libération des 3 premiers otages, en espérant que sur les 42 jours qui nous attendent, cela continue. Et l'investiture de Trump. On va commencer avec la libération des otages. Vous avez certainement regardé le peu d'images qui étaient diffusées encore hier et aujourd'hui. Avec quel sentiment, Isabelle Campagnola-Savon ? Écoutez, je crois qu'on peut dire ouf, quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle pour ces familles. Moi, j'ai une pensée pour ces familles qui se retrouvent enfin et bien sûr une pensée pour celles à venir, bien entendu. J'ai aussi le regret, bien sûr, de toutes ces victimes au milieu de ce conflit. Mais je n'ai pas envie de rester sur un regret justement ce matin avec ces bonnes nouvelles. J'ai plutôt envie de me dire que on est sur le chemin de la paix. Et on est encore au mois de janvier, je crois, donc on peut formuler ce vœu d'espérer que ce conflit, ça soit aujourd'hui la paix, mais aussi ailleurs dans le monde. Et je pense notamment aux portes de l'Europe avec l'Ukraine. Et donc, écoutez, alors soyons vigilants parce que, comme le disait Albert Camus, le bacille, vous savez, de la peste n'est jamais mort. Absolument. Et c'est vrai que tout cela avec un Donald Trump qui va être investi dans quelques heures au cœur même de Washington, évidemment. L'idée étant que toute cette paix-là, il en a beaucoup parlé, il l'a appelée de ses voeux et il voudrait en être forcément aux commandes. C'est ce qu'il a fait en imposant et pour que les choses aillent plus vite en Israël, en travaillant avec Benjamin Netanyahou. Ce qu'il veut faire aussi pour l'Ukraine. Vous êtes... Quel sentiment vous avez vis-à-vis de son élection et de son arrivée au pouvoir ? Il va apparaître comme le sauveur de l'humanité. Au final, écoutez, si ça marche pour ces conflits, tant mieux. On va se dire tant mieux. Après, nous verrons. Sur les conditions de la résolution de ces conflits, nous verrons comment cela se passe. Exactement. En tout cas, vous êtes plutôt dans l'attente et dans l'expectative. Il vient d'arriver, ça sera... On verra. On verra ce qu'il va être capable de faire. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, en termes économiques, tous les chefs d'entreprise essayent de se rapprocher à ses côtés. Et donc, écoutez, espérons que ça soit une bonne chance pour l'ensemble du monde. Mais je demande à voir. Oui, surtout de la façon dont il regarde l'Europe. Enfin, on verra tout ça. Allez, on revient un petit peu à notre politique en France. C'est donc un nouveau gouvernement. François Bayrou à la tête de ce gouvernement qui a donc tenu la semaine dernière son discours de politique générale qui a entraîné, c'est le moins qu'on puisse dire, une scission au sein du nouveau Front populaire et même au sein du PS, puisque François Hollande s'est beaucoup avancé sur le sujet. Le PS est divisé entre pragmatisme et fidélité aux idées initiales. La retraite, bien évidemment, la réforme des retraites pourrait faire la différence. Il y a des sujets aussi comme l'éducation et la santé publique. Alors vous, comment vous avez écouté et entendu ce discours de François Bayrou ? Écoutez, ce discours de politique générale, comme on le sait, un discours de politique générale, c'est toujours assez large. Ce n'est pas dans la précision, puisque c'est après qu'arrivent les annonces. Je pense que c'est un discours de responsabilité pour faire en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions rassembler au maximum et faire en sorte que la France retrouve une stabilité à travers une non-censure, par rapport à un pacte de non-censure. Aujourd'hui, les citoyens en ont assez. Ils ont peur de voir leur pays péricliter. Nous avons aujourd'hui une image au regard des autres pays européens et internationaux qui n'est pas une bonne image. C'est mauvais en termes de développement économique, c'est mauvais en termes d'investissement et nous avons besoin de retrouver un gouvernement qui va nous permettre de voter rapidement un budget pour faire en sorte que notre pays avance. Alors, on sait bien que au regard de ce large rassemblement qui permettrait justement le vote d'un budget, nous n'aurons pas de grandes réformes. Mais au final, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est cette stabilité. Et quand je vois que finalement, Michel Barnier, en l'espace de 3 mois,
n'a pas fait de grandes réformes, mais a permis au territoire d'avancer. Et d'ailleurs, je voudrais l'en remercier quand je vois qu'il a permis de débloquer les fonds nécessaires à la ligne nouvelle qui permettra de désaturer nos gares, de permettre de travailler sur les infrastructures pour permettre l'avancée des trains express régionaux métropolitains, ou bien même pour les JO, pour permettre de garantir l'aide de l'État, les financements de l'État au Comité international des Jeux Olympiques de 2030 pour les Jeux d'hiver. Donc, ce ne sont pas des grandes réformes, mais pour autant, on a réussi à avancer. Donc, aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est cette stabilité. Surtout qu'on a souvent réduit ces 3 mois à peu de choses. Exactement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les citoyens, c'est ce qu'ils demandent. Ils attendent une stabilité. Quel est votre regard sur la réforme des retraites ? Le fait qu'on puisse... alors, il n'a pas dit qu'elle était complètement remise en question, il a dit qu'on allait réfléchir et discuter, faire des propositions avec les partenaires. Votre regard, faut-il la modifier ? Pensez-vous qu'il y avait véritablement des erreurs ? Ou bien, on n'est peut-être pas allé assez loin, eu égard à tout ce qui se passe autour de nous dans les autres pays européens ? Je pense qu'il faut penser aux finances de l'État. Aujourd'hui, nous avons un déficit extraordinaire de 3 300 milliards d'euros. Et donc, il faut faire des coupes budgétaires. La réforme des retraites, il faut qu'elle fonctionne. C'est une retraite qui nous permet, c'est un système de retraite qui nous permet de financer ceux qui sont à la retraite. Mais quand aujourd'hui on voit que nous avons moins d'actifs qu'auparavant, absolument, il faut pouvoir le préserver. Et donc je pense que cette réforme, elle était nécessaire. Maintenant qu'il ouvre les discussions, parce que aujourd'hui justement nous avons besoin de retrouver cette stabilité, de retrouver un pacte de non-censure. Pourquoi pas, effectivement, si des mesures peuvent être apportées pour comme faire sur la en sorte pénibilité, par exemple, qu'elles puissent être améliorées. Pourquoi pas il faut toujours laisser la porte ouverte à la discussion. Mais enfin, toucher à l'âge de la retraite me semble quand même hasardeux. Je ne suis pas pour qu'on touche à l'âge de la retraite. Très honnêtement, quand on regarde les autres pays européens qui sont tous passés à l'âge de 65, 67 ans, comment nous serions les meilleurs de la classe par rapport à ça ? Non, il y a un moment où il faut ne pas avoir de hier, regarder nos responsabilités, les prendre en France, les travailler et faire en sorte que nous puissions préserver ce système de retraite. C'est là le plus important. Il est allé chercher cette assise plutôt vers la gauche. On l'a vu, entre autres avec une partie du Parti socialiste, mais ce qui pourrait aussi aboutir, donc comme je vous le disais tout à l'heure, à un éclatement du nouveau front populaire. Il aurait été, si ça marche, il était plutôt fort, François Bayrou, sur ce sujet. Écoutez, je ne sais pas si Bayrou a été fort sur le sujet et que l'éclatement de la gauche du nouveau Front populaire, ça les regarde un peu. Moi, je vois juste qu'en réalité, qu'il a eu la responsabilité, l'esprit de responsabilité à parler aux socialistes et de leur montrer comme quoi quel était le bon chemin à prendre pour paraître comme des élus responsables. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire Michel Barnier essaye de chercher un petit peu vers sa droite, Bayrou est allé vers sa gauche. Et ça fonctionne. Enfin, pour l'instant, ça fonctionne. On va voir maintenant avec le budget et ce qui va suivre. En tout cas, on va être très, très, très vigilant et regarder ce qui se passe. Alors, on va se placer un petit peu ici sur notre territoire. Localement, ici, Laure Agnès Karadec est à la tête des LR, parle d'un livre blanc en vue justement des municipales qu'elle voudrait coécrire avec un socle, dit-elle, entre guillemets, élargi. Alors, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous déjà intéressé à cette question ? Est-ce que vous êtes prête à travailler justement main dans la main avec les LR locaux d'un élargissement de socle pour pouvoir avancer ? Et bon, soyons clairs, ce que veut Laure Agnès Karadec, c'est reprendre la mairie de Marseille. Écoutez, je crois qu'on apprend de nos erreurs. Et donc, aujourd'hui, évidemment, nous allons partir dans l'union pour essayer de reconquérir la ville de Marseille. Et donc, quand on parle d'union, on parle d'addition, de contribution. Bien sûr. On parle de partir tous ensemble, c'est Génération pour Marseille, la Dream Team de Renaud Muselier avec Martine Vassal, Frédéric Collard, toutes les personnalités qui pourront apporter quelque chose, une contribution à l'élaboration d'un projet. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent, les Marseillais ? Ils n'attendent pas d'avoir un maire qui soit un bon orateur. Pas que, en tout cas. Ils attendent d'un maire qu'il y ait des idées, des projets et que ça avance. Quand je vois aujourd'hui l'article dans la Provence sur Benoît Payan, écoutez, je me dis, c'est pas ça.
c'est pas ça. C'est facile de dire on fait, mais c'est pas vrai. Quand on nous parle de la police municipale qui nous dit que fin 2026, ils seront 800, mais aujourd'hui, il n'est pas capable de nous dire en conseil municipal pour que nous ayons posé très souvent la question, à combien sont-ils aujourd'hui ? Quels sont les effectifs actuels ? Pourquoi nous dit-il qu'il veut travailler sur la vidéosurveillance alors qu'il refuse les financements de la région, il refuse les financements du département ? Pourquoi présente-t-il fin 2024 une feuille stratégique pour une ville portuaire alors qu'ils sont là depuis 4 ans et demi ? Enfin, c'est pas sérieux. Les Marseillais ont besoin de projets et d'idées qui soient responsables. Là, c'est que du vent. Faut le dire, nous avons une mairie qui n'est pas compétente, probablement aussi parce que ils n'ont pas été capables de garder un directeur général des services. La preuve en est, c'est que du coup, les budgets sont retoqués, les marchés publics sont retoqués. Enfin, je veux dire, c'est ça la vérité aujourd'hui, c'est que c'est de l'incompétence et aucun sujet qui ne soit raccord avec la réalité. Donc, dans ce livre blanc, vous pourriez répondre à ces différents sujets point par point, ensemble trouver des solutions et proposer. Mais une fois que le programme sera fait, Isabelle Campagnola-Savant, on va se retrouver quand même face à un problème, c'est le candidat. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt. On est en train de s'additionner avec des idées les uns les autres pour justement permettre de répondre à ce qu'attendent les Marseillais de demain pour leur ville. Ils veulent redonner du lustre à cette ville. Ils doivent leur redonner une image qu'elle a perdue. Aujourd'hui, elle est enrayée dans une spirale négative qu'il faut absolument enrayer. Et donc, du coup, à travers les idées, les contributions de cette union de la droite et du centre, cela permettra de créer un véritable projet, un projet d'avenir, et ainsi, plus tard, quand nous aurons défini ce projet, il faudra trouver la personne qui l'incarnera, et à ce moment-là, cette personne l'incarnera, et nous, on sera tous derrière pour le porter ou la porter à la tête de la ville. Enfin, certains ont déjà parlé de candidature sur certains secteurs. Je pense à Sylvain Souvestre et Valérie Boyer, qui ont déjà dit qu'ils partiraient en binôme sur ce secteur-là. Et on a même parlé dans le 4e secteur, c'est-à-dire le 6e et 8e arrondissement, d'un duo, Renaud Muselier et vous-même. C'était quelque chose qui était... Est-ce un vrai projet ? Est-ce une idée qui a été lancée ? Comment vous en parlez, vous Alors, Campagnola-Savant Sylvain Souvestre et Valérie Boyer ont annoncé leur candidature de binôme, mais c'est un binôme qui est totalement naturel. C'est Sylvain Souvestre est le maire actuel, Valérie Boyer, la sénatrice et ancienne maire. En fait, c'est le passé, le présent et l'avenir de ce secteur, et en plus avec de l'expertise. Donc évidemment, c'est naturel. Ce ne l'est pas sur les autres secteurs. Quant à il n'y a pas eu de binôme annoncé pour la mairie du 4e secteur. C'est gentil de penser à moi. Cependant, aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour annoncer d'autres candidatures. Je vous le dis, aujourd'hui, c'est les idées. Mais si vous le proposez, c'est quelque chose que vous pourriez accepter d'aller vous battre sur ce secteur qui, rappelons-le, a été perdu par Martine Vassal aux dernières élections. Je ferai évidemment partie du paysage. Mais où, quand, comment, on n'y est pas. C'est un peu tôt. Hein. C'est vrai aussi qu'on parle du fait que si Renaud Muselier, puisqu'il a déclaré, moi je pourrais y aller s'il faut défendre ce territoire, c'est aussi parce qu'il a eu vent d'un possible rapprochement. En tout cas, on a senti un certain rapprochement entre Benoît Payan et Martine Vassal sur un socle qui serait peut-être un peu plus centre-gauche et qui pourrait peut-être permettre d'avancer sur ces sujets-là. Et puis, la semaine dernière, il y a eu encore un appel du pied de Franck Alizot, cette fois-ci vers le président Muselier. Je serais curieuse de savoir comment a réagi Renaud Muselier à cet appel du pied qu'a fait Franck Alizot, qui, je rappelle, bien sûr, est sénateur du Rassemblement national. Écoutez, je n'ai jamais cru au rapprochement de Vassal-Payan. J'ai toujours pensé qu'en fait, c'était une tactique ratée de division. Voilà ce que j'en pense. De la part de Benoît Payan ? De la part de qui veut, je ne sais pas de qui. Mais en tout cas, je peux vous dire que je n'y ai jamais imaginé que c'était possible. Mais vous ne pensez pas que si... Enfin, Benoît Payan a dans ce printemps marseillais, par lequel il est arrivé au pouvoir, on ne va pas revenir sur le sujet, il y a une tendance, par exemple, quand il parle de M. Delogu qui veut se présenter lui aussi à la mairie, il y a une tendance très à gauche qui ne lui convient pas forcément. Et le fait de s'allier avec une droite qui aurait une affinité avec le centre-gauche, ce ne serait pas une bonne idée ? Écoutez, il fallait qu'il y passe en 2020. Ça l'a pas gêné en 2020. Mais en 2020, il n'était pas candidat. Donc, il portait Nice, ils étaient tous ensemble. Écoutez, en tout cas, ça a marché. On va pas revenir sur ce sujet. Sur cette histoire, parce que pour le coup, il était candidat et on savait que c'était monté c'est pas naturel pour vous comme alliance ? Ça serait pas naturel ?
Mais c'est pas du tout naturel. Enfin, je veux dire, je viens de vous dire qu'on est face à un maire qui n'est absolument pas compétent et nous, on déciderait de s'allier avec lui. Enfin, il y a un moment où c'est pas du tout ça. C'est nous, lui, il a été élu, enfin non élu maire grâce à l'association avec LFI, avec les communistes. Toute la gauche, jusqu'à l'extrême toute la gauche, très clairement. Nous, aujourd'hui, c'est pas ça. Nous, c'est l'union des droites et du centre. Et nous avons des valeurs que nous allons porter tous ensemble pour essayer de reconquérir cette ville et lui redonner les valeurs qu'elle mérite. Et l'appel de Franck Alizio, qu'est-ce qu'a dit le président Muselier à ce sujet? Écoutez, je n'ai pas eu le président Muselier, donc je ne sais pas. Oui, je pense que voilà, on connaît la ligne de Renault. Lui, il a entendu un socle commun, il s'est dit pourquoi pas. Mais finalement, ils ont tous besoin de nous. Finalement, ils nous appellent tous. C'est qu'on ne doit pas être si mauvais que ça. C'est surtout que seul, ça va être compliqué pour tout le monde. Mais c'est pour ça que nous sommes unis. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la visite la semaine dernière de la ministre de la Culture, Rachida Dati, que j'ai eu le plaisir d'ailleurs de croiser sur le Vieux-Port, accompagnée de Martine Vassal. Elle était d'ailleurs, rappelons-le, une des rares reconduites dans le nouveau gouvernement. C'était important. Elle est donc venue à Marseille pour parler patrimoine, mais aussi santé mentale, avec 2,3 millions d'euros supplémentaires qu'elle veut mettre sur la cathédrale de la Major, et puis un classement plus complet de certains édifices religieux au patrimoine national. C'est important ce qu'elle vient de faire, ce voyage. Quelle symbolique. Je sais que vous étiez présente pendant une partie de cette journée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Écoutez, là aussi, c'est une bonne nouvelle. Vous savez que Marseille regorge de patrimoine. Absolument. Et donc, qu'est-ce qu'est venue faire Madame Dati? Elle est venue nous annoncer qu'elle allait classer une 50aine de sites et monuments au patrimoine historique. On s'étonne même que ça n'ait pas été fait avant. Exactement, mais pour le coup, c'est quoi? Ça veut dire que c'est pour permettre à ce site et ces patrimoines de pouvoir être sauvegardés, restaurés, protégés, parce qu'ils sont le signe, ils sont notre héritage culturel, ils sont l'héritage de notre civilisation. Et donc aujourd'hui, on aura droit au financement de l'État pour justement permettre de restaurer et de protéger ces sites. Et j'en profite pour dire, effectivement, il y a eu la Major, mais et je suis conseillère régionale, et donc je voudrais soulever aussi le fait qu'elle ait mis dans sa liste à la fois le sanctuaire de la Sainte-Baume, vous savez. C'était très attendu par Renaud Muselier. Exactement, très attendu par Renaud Muselier, qui a financé la sécurisation pour permettre justement ce pèlerinage, mais aussi la chapelle Matisse à Vence, qui est un lieu d'art, mais aussi de spiritualité. Et donc, je voudrais vraiment remercier Madame Dati de permettre, grâce à ces financements, enfin grâce à ce classement et donc à des financements futurs, de permettre de sauver, de sauvegarder, cet héritage qui est notre civilisation. Est-ce qu'il y a eu un mot pour l'Opéra de Marseille qui mériterait véritablement qu'on s'en empare, et que, parce qu'il est dans un état lamentable et que les travaux sont toujours remis au calendrier grec, ça serait bien quand même qu'on s'intéresse aussi à l'Opéra de Marseille? Elle a dit qu'effectivement, elle aiderait l'Opéra de Marseille. Bon, alors après, si jamais vous êtes proche d'elle, dites-lui que la grande synagogue Breteuil a aussi besoin d'énormes travaux qui coûtent une fortune, parce que c'est très cher de rénover. Exactement. Parce qu'elle est très ancienne. Ça avait déjà été fait, les premiers travaux avaient été aidés par la ville de Marseille, mais c'est vrai que si jamais vous pouvez toucher un mot, je pense que ça ferait plaisir au président du consistoire qui se bat pour qu'on puisse faire les travaux. Voilà, ça c'est une aparté, vous êtes sur Radio JM, je peux me permettre. Qu'est-ce qui se passe avec la grotte Cosquer, Isabelle? Est-ce que vous avez des nouvelles, parce qu'elle est fermée jusqu'au 10 février? Est-ce que c'est simplement une question d'entretien, une question parce que des lieux comme ça, extrêmement visités, il faut le rappeler. Exactement, c'est une belle réussite que nous avons fait à travers la conversion de cette villa de la Méditerranée en grotte Cosquer. Vraiment une volonté du président Muselier qui a une véritable réussite, plus de millions de visiteurs déjà à l'été d'avant. Et donc, effectivement, c'est, vous savez, un site qui nécessite un entretien. Et donc, on choisit une période de l'année où on estime qu'il y a le moins de fréquentation pour pouvoir la fermer tous les complètement. Ans, il y aura comme ça un an ou un an tous les 2 ans, une possibilité de... Je pense pas que ça soit tous les ans, puisque l'année dernière, ça n'avait pas été le cas. Écoutez, je connais pas. Je pense que c'est ponctuellement. Je suis pas technicienne dans l'inquiétude à avoir, dans le domaine. Ah non, on n'a pas on n'a a priori pas d'inquiétude à avoir. Non, c'était quelque chose qui était programmé. Bien sûr. Rachida Dati a terminé sa visite avec une visite au siège du groupe CMA Média.
qui, comme tout le monde sait, appartient à la CMA-CGM et au groupe SAAD. Comment on peut interpréter cela? C'est encore une fois montrer que CMA-CGM est vraiment extrêmement important dans cette ville et a véritablement les entrées qu'il faut auprès du gouvernement et auprès du président de la République. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut voir. La CMA-CGM est aujourd'hui un fleuron. Et c'est ce fleuron, le fleuron de Marseille, le fleuron de la région. économique de la région et donc de Marseille. Je crois qu'il contribue notamment financièrement souvent en termes de mécénat et ça pourrait être le lien avec les lieux. Ce qu'ils permettent d'entreprendre au sein de grands grands centrales. Oui, Grand Central qui était inauguré donc ce jour-là. Voilà, qui réunit à la fois l'innovation parce qu'ils ont mis The Box, la Provence et Média, CMA Média. Je pense que c'est montré comme quoi la ville de Marseille est aussi dans une dynamique et contribue notamment à travers un développement économique à faire en sorte que l'image de Marseille soit valorisée et dise oui, nous sommes la deuxième ville de France. Et CMA-CGM pourrait être partenaire de toutes cette rénovation de nos lieux culturels qui ont souffert. Je ne vais pas m'engager à leur place. Rachida Dati, je me suis demandé si c'était le lien à faire de sa visite se termine ainsi. Non, je pense pas, mais il me semble effectivement que ce lieu étant inauguré ce jour-là, la visite d'un ministre me paraissait normale. Merci beaucoup en tout cas Isabelle Campagnol-Savon pour toutes ces précisions et d'avoir répondu à mes questions. On vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Merci Elsa.